Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir, c'est avec Madame Adja Fatimata Ouattara Nessano, ministre du Développement, de l'économie numérique et des postes. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors vous êtes à la tête d'un département stratégique car le numérique aujourd'hui est incontournable pour moderniser l'administration, mais aussi pour explorer des solutions innovantes dans tous les domaines. Mais encore faut-il que les infrastructures soient au diapason et c'est là tout le problème au Burkina Faso. À l'heure du haut débit, l'offre de services Internet au Burkina Faso demeure capricieuse et bien souvent les clients en ont gros sur le cœur. Pareil pour les téléphonies et la fracture entre centre urbain et campagne est encore grande. C'est donc un secteur qui attend encore de gros investissements. C'est de tout cela que nous allons parler pendant plus d'une heure. Et pour conduire les échanges, je suis en compagnie de mon confrère Aubin Guébré de la télévision privée BF1. Bonsoir Aubin. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors tout de suite, on ouvre la première rubrique. Renforcer le développement de l'économie numérique, voilà qui résume tout le défi à relever au Burkina Faso pour être en phase avec notre époque et pour explorer les opportunités infinies offertes par cette révolution. Un défi immense qui commande des actions d'envergure, mais les politiques sont-elles à la hauteur? La réponse dans ce reportage. Les TIC, les technologies de l'information et de la communication, se sont imposées comme un vecteur de transformation de l'économie et de la société, engendrant un bouleversement dans tous les secteurs d'activité depuis ces 20 dernières années. Et le tout numérique au Burkina Faso est aujourd'hui une des ambitions qu'affiche le gouvernement à travers le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Ainsi, l'on assiste au développement des réseaux de téléphonie mobile, du e-commerce et de plusieurs services en ligne. L'existence de différents projets et programmes structurants comme le Programme régional d'infrastructure de communication de l'Afrique de l'Ouest, PRICAO, financé à hauteur de 11,5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, prévoit l'interconnexion par la fibre optique avec le Ghana et le Bénin. Grâce à ces infrastructures, la connectivité nationale, régionale et internationale va connaître une amélioration sur les coûts au profit des utilisateurs. C'est l'ambition affichée également par le projet e-Burkina lancé en 2017. À cela s'ajoute aussi la mise en route du projet Backbone national des télécommunications avec une projection de 10 000 km du territoire national. Toutes choses qui devraient permettre d'améliorer le contentement des usagers lié à la qualité des réseaux de communication. Mais le département en charge de l'économie numérique s'est doté d'une politique nationale de développement de l'économie numérique dont l'objectif global vise à faire du numérique un levier essentiel de la transformation structurelle de l'économie et de la société burkinabé. Une vision en cohérence avec les objectifs du Plan national de développement économique et social PNDS qui prône qu'à l'horizon 2025, le Burkina Faso dispose d'une économie numérique compétitive qui impacte positivement, durablement et de façon inclusive le développement du pays. Voilà pour ce tableau d'ensemble, Madame la Ministre, nous allons vous proposer à présent de suivre des réactions des premiers acteurs que nous avons recueillis sur le terrain. On a l'ensemble des 45 provinces qui sont donc interconnectées, soit par fibre optique, soit par satellite ou bien d'autres systèmes donc, de communication sans fil. Dans le domaine maintenant de l'administration électronique, il y a un projet en cours donc d'exécution également
Ça s'appelle le e-Burkina et ce projet-là va améliorer la capacité et l'utilisation des TIC donc au niveau de l'administration et puis des citoyens. Il y a le projet Backbone National où on veut déployer de la fibre optique sur tout le territoire. Et le projet qui a été mené récemment et inauguré le 10 juillet dernier dans le cadre du PRICAO. Il s'agit du point d'atterrissement virtuel de Ouagadougou et du point d'échange de Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé, depuis plusieurs années, a une très bonne politique en matière de développement de l'économie numérique et des postes. Une très bonne politique sur le papier. Le problème, c'est parfois la mise en œuvre de ce qui est proposé. Moi, personnellement, je suis des cours en ligne depuis Ouaga à côté. Mais au niveau de Bobo, on peut faire 5-3 jours sans avoir le réseau, donc on est déconnecté. Nous sommes dans un monde où tout est informatisé maintenant. Donc au niveau des banques, au niveau de la Sonabel, de l'ONEA, chaque fois les gens ont des déceptions. Sans mentir, la connexion est très naze. Quand on vient pour payer l'électricité comme ça, il n'y a pas la connexion. On peut venir des matins jusqu'à... Pourtant, maintenant, on ferme à 15h. Au plus tard, c'est 15h. Donc, tu viens, tu traînes, il n'y a pas de connexion. L'ONEA, même chose. Même ce matin, je viens de quitter en banque pour faire un retrait, même on a des problèmes. Il n'y a pas de connexion. On paye pour un débit qui n'est pas fourni, au fait. Puis, il y a des coupures. Les coupures ne sont pas signalées. Du genre, bon, si on vous prévient qu'on va couper, vous pouvez prendre des dispositions, faire des aménagements et tout. Mais ce n'est pas fait. Et quand il y a des coupures, il n'y a pas de dédommagement, il n'y a rien. Donc ça répercute beaucoup sur l'activité de cyber. Je crois qu'il faut peut-être penser à libéraliser le secteur parce que il n'y a qu'à l'Onatel, c'est des difficultés. Nous sommes confrontés à un problème. Là, un seul fournisseur d'accès à Internet au niveau de la région du Sud-Ouest. Il y a pour l'Onatel, en tout cas, les actes de vandalisme qui visent plus le secteur fixe, c'est-à-dire l'activité fixe, puisque ça touche les câbles de manière générale. Il y a également la fiscalité, si je puis dire, de manière générale, qui gagnerait à être coordonnée, surtout sur le plan ou sur les aspects fiscalité et redevance sectorielle, pour permettre aux opérateurs d'orienter plus de ressources à l'investissement. Nous sommes dans un pays où on a très peu de fibres optiques. Nous sommes obligés d'utiliser des solutions aériennes qui sont intéressantes, mais qui ont leurs limites. Les infrastructures ne sont pas tout à fait adaptées à de l'Internet haut débit. La première et la principale difficulté que nous avons aujourd'hui pour le déploiement, c'est la problématique des riverains. Donc beaucoup de gens se plaignent des qualités de réseau dans leur quartier, mais en même temps, ils s'opposent à ce que nous déployons des sites dans ces quartiers-là. Donc je pense qu'en termes de préoccupation, notre souhait serait que le ministère de tutelle puisse faciliter le déploiement de ces sites-là et sensibiliser les populations sur peut-être leurs craintes légitimes qui seraient peut-être des dangers pour la santé, ce qui n'est pas encore prouvé. Les opérateurs éprouvent du mal aujourd'hui à implanter les sites radioélectriques. Or, sans le déploiement de ces sites, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de qualité de service. Les populations sont réticentes pour des raisons qui leur sont propres, soit des raisons environnementales ou raisons de crainte de santé. Or, à chaque fois que nous sortons pour faire le contrôle, nous nous assurons que les différents rayonnements émis par les stations radioélectriques ne sont pas nocifs. Nous les vérifions conformément aux normes de l'OMS. Voilà, Madame la Ministre, une très bonne politique juste sur les papiers, des réticences des populations face à l'implantation des pylônes, que de préoccupations. Nous allons revenir en détail sur ces préoccupations-là. Mais d'une manière générale, Madame la Ministre, on a l'impression au Burkina Faso qu'il y a quand même eu un retard à l'allumage. Comment expliquer qu'on soit autant en retard aujourd'hui? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par vous remercier, la RTB pour l'occasion offerte pour parler donc de mon département des télécommunications TIC et aussi de l'économie numérique. Je voudrais aussi remercier le SIG qui est l'initiateur de cette émission
Et pour répondre donc à votre question, c'est réel. La situation aujourd'hui dans notre pays, c'est le retard qu'on a mis dans la réalisation des infrastructures numériques. Et la réalisation de ces infrastructures n'a pas suivi le niveau de développement du pays et les besoins des consommateurs. Et aussi, vous savez, dans le domaine du numérique, ça évolue tellement vite que quand on a une capacité, c'est rapidement consommé. Aujourd'hui, avec les vidéos, avec les images et avec le besoin réel, le besoin qui augmente de façon exponentielle en bande passante, la construction d'infrastructures n'a pas suivi. Quelqu'un l'a dit, pas tellement. Il y a Dr Syriac Paré qui a dit que le gouvernement burkinabé a une très bonne politique, mais sur le papier, et que la mise en œuvre donc, des projets pose problème. Et c'est réel. C'est réel parce que depuis, je dirais, 2004, on avait déjà une très bonne vision en termes de construction d'infrastructures. Depuis 2004, il y a eu cette recommandation de construire le réseau national en fibre optique. Mais tenez-vous bien que c'est malheureusement en fin d'année... Peut-être les moyens de la politique, certainement les moyens de la politique, parce que le financement, pour retrouver le financement, ça a mis du temps. Et tenez-vous bien que c'est en fin 2017 que le chef de l'État lui-même a donné le top départ des travaux du réseau backbone. Donc de 2004 à 2017, vous voyez que en fait, le gouvernement avait une très bonne politique, mais la mise en œuvre a posé problème. Peut-être la recherche de financement dans un pays où tout est prioritaire. Donc nous avons accusé un grand retard et du coup, l'infrastructure qui a été développée au fil du temps, le sans-fil, n'est pas adapté au débit. Donc voilà un peu la situation. Mais la vidéo justement qui a campé a parlé d'un certain nombre d'handicaps, notamment les coupures de fibres optiques, la réalisation d'infrastructures vraiment qui ne sont pas adaptées au débit et le besoin qui augmente tous les jours de façon exponentielle. Nous allons revenir, on va évoquer les questions de stratégie de votre département, mais le principe de cette émission, Madame la Ministre, ce sont des citoyens qui vous posent des questions enregistrées sur le terrain et tout de suite nous vous proposons de suivre la première question. Madame le Ministre, à quand le Burkina pourrait se comparer à d'autres pays en matière de connexion? On revient sur la même question. La qualité de la connexion, certainement un client qui est c'est ça. Non, c'est réel. Sa préoccupation est légitime. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous-mêmes, étant du gouvernement, nous sommes frustrés quand il s'agit de passer un appel et quand on n'arrive pas à mieux comprendre son correspondant ou quand on passe des heures pour télécharger une page web. Et aujourd'hui, de grands projets sont en cours de réalisation. Nous avons parlé tout à l'heure du réseau national des télécoms, le réseau national en fibre optique qui est en cours. J'ai dit le backbone national, le chef de l'État a lancé les travaux et aujourd'hui, ce n'est plus un serpent de mer, c'est réel, c'est palpable, c'est visible. Et vous pouvez voir les équipes qui sont sur le tronçon aujourd'hui, Ouaga, Léo. Donc c'est réel, ce projet est en cours de réalisation. Ça va améliorer sensiblement la connexion Internet et avec ce projet... Les citoyens demandent quand est-ce qu'on pourra concrètement avoir une fluidité au rythme actuel, Madame la Ministre, quand est-ce qu'on peut espérer apercevoir ce changement? Alors, le réseau national en fibre optique, c'est d'abord des travaux de génie civil. Et comme il s'agit d'un réseau national pour mailler tous les territoires, ça prend malheureusement du temps. Nous sommes en train de réaliser une première phase de 2000 km. Ça prend malheureusement du temps parce qu'il faut faire les travaux de génie civil. Ensuite, il faut passer la fibre optique. Il faut installer les équipements actifs et ensuite les configs et un exploitant de la capacité. Donc, ça prend malheureusement du temps. Et on va espérer qu'à l'horizon 2020, mais déjà, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours de réalisation et qui vont améliorer sensiblement la connexion Internet. Il y a déjà un tronçon entre Ouaga et la frontière du Ghana
qui est déjà réalisé et qui est en cours d'exploitation. Et il y a 2 mois, en juillet, le chef du gouvernement lui-même a donné le top départ d'exploitation de cette infrastructure avec d'autres infrastructures spécifiques comme le point d'atterrissement virtuel. Vous savez que nous sommes un pays enclavé et quand on dit Internet, on dit interconnexion du continent. Donc l'Internet, la capacité arrive aux côtes maritimes et comme nous sommes un pays enclavé, il faut transporter cette capacité dans notre pays et le gouvernement a réalisé un outil essentiel, un outil très important qui est le point d'atterrissement virtuel, une sorte de port sec pour amener la capacité virtuellement à Ouagadougou et redistribuer. Donc ça permet aux opérateurs de prendre la capacité issue sur place à un prix P comme les autres opérateurs qui ont accès aux câbles sous-marins. Et donc, du coup, avec cet important outil, les opérateurs vont avoir l'Internet à un prix acceptable et redistribué afin que le consommateur final puisse avoir l'Internet à un prix acceptable. Déjà, cette infrastructure est déjà réalisée. Nous avons réalisé aussi le point d'échange Internet. Quand nous, vous et moi, nous échangeons du trafic, ça n'a pas besoin d'aller à l'international pour échanger. Ça va se faire en local. Ça a l'avantage de libérer la bande passante et comme ça, on va sortir que quand c'est nécessaire et ça a l'avantage de diminuer les coûts de connexion. Cet outil est également réalisé à Ouagadougou. Et dans le cadre du même projet, il est prévu un second point d'atterrissement virtuel à Bobo-Dioulasso pour dire que déjà nous essayons de créer de la redondance. On a un premier ici, on va avoir un second à Bobo-Dioulasso. Dans le cadre de ce même projet, nous travaillons à diversifier les sorties vers les câbles sous-marins. Je parlais donc du Ghana et nous allons réaliser aussi la fibre de Fada vers la frontière du Bénin pour aussi nous connecter au Bénin qui est un pays côtier pour prendre de la capacité. Et à Bobo-Dioulasso, le second pas va se connecter à la Côte d'Ivoire pour aussi prendre la capacité. Et vous avez suivi que lors du TACT, nous avons signé une convention avec la Côte d'Ivoire. Il s'agira de nous associer avec la Côte d'Ivoire pour aller prendre la capacité directement chez les opérateurs de câbles sous-marins. Ça a l'avantage d'avoir la capacité moins chère. Sinon là, quand on prend de petites capacités, nous sommes obligés de passer par des intermédiaires. Donc tout ça est en cours, ça veut dire que très bientôt, on va améliorer sensiblement les communications électroniques dans notre pays. Et je ne pense pas que la situation actuelle du Burkina est si différente de la situation donc, des communications électroniques des pays de la sous-région et même d'autres pays lointains. Mais on va se comparer au meilleur. On va se comparer au meilleur, mais très bientôt, on va améliorer sensiblement les communications électroniques dans notre pays. Aussi, il faut dire, le pays est en chantier, donc c'est sans désagrément, c'est pas sans désagrément sur la qualité des communications électroniques. Puisque nous sommes en travaux, donc il y a des désagréments. Parce que justement, les gens ont l'impression qu'on annonce des projets, mais en même temps, on a l'impression qu'on regrette justement. C'est ça. Non, ces projets sont en cours de réalisation et malheureusement, ça crée des désagréments. Donc, ce que nous demandons, c'est l'accompagnement de la population. Un peu de patience, parce que beaucoup de chantiers, beaucoup de projets sont en cours de réalisation et très bientôt, ils vont sentir cette amélioration sur les communications électroniques. On va écouter un autre citoyen. Madame le ministre, nous voulons savoir réellement ce que vous faites au fond pour aider ce secteur-là. Pas par des mots, mais par des faits, par des actes. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. C'est le gérant d'un cyber, je suppose, qui parle de son domaine. Qu'est-ce qui est fait? Parce que quand ça ne va pas, quand la connexion est mauvaise, je crois que ceux qui trinquent, ce sont les gérants des cyber. La réalité, c'est que c'est une activité qui est menacée aujourd'hui. Les cyber, effectivement. Déjà, pour répondre à sa préoccupation, il dit pas par des mots, pas par des discours. Si il nous suit au ministère, nous avons arrêté de faire beaucoup de discours, on s'est mis au travail. La preuve, c'est que la ministre que je suis parle très peu, mais nous nous sommes mis au travail et d'importants projets structurants sont en cours.
de réalisation. J'ai parlé tantôt du projet Backbone. Il y a aussi le projet Cloud gouvernemental pour permettre donc de réaliser un certain nombre d'infrastructures mutualisées de sorte à diminuer le budget des systèmes d'information des utilisateurs. Donc que ce soit l'administration, mais aussi que ce soit le secteur privé. C'est-à-dire avec cet instrument, ils auront juste besoin, je dirais, d'un ordinateur et d'une connexion Internet et ils vont avoir le confort d'utilisation comme si eux seuls, ils avaient installé un réseau local, ils avaient acheté des serveurs, des licences et des applications spécifiques. Ce projet est pratiquement réalisé et il y a déjà des applications sur le cloud. Voilà d'importants projets. Il y a aussi le projet e-Burkina qui nous permet de réaliser des e-services. Donc, on a l'infrastructure avec le backbone national. On a une infrastructure mutualisée intermédiaire qui est le G-Cloud. Et on a un projet au finish qui permet donc la réalisation d'un certain nombre de e-services. Donc, avec tous ces projets, je pense que... ce ne sont pas des mots. Bien sûr, qui ne sont pas du tout des mots. J'ai dit, nous parlons très peu, mais nous réalisons en ce moment d'importants projets structurants et qui vont améliorer l'économie numérique dans notre pays. Et Burkina, on est à quel niveau d'exécution aujourd'hui? Lancé en 2007, justement. Lancé en 2017, d'importants projets ont déjà commencé. Je parlais tout à l'heure de la réalisation d'un certain nombre de e-services. Et ces projets sont en cours de réalisation. Et nous faisons contribuer le secteur privé dans la réalisation de ces projets. Il y a un certain nombre de référentiels et de stratégies qui doivent être élaborés dans le cadre du e-Burkina. C'est déjà en cours de réalisation. Et il y a aussi l'appui aux incubateurs privés dans le cadre du e-Burkina. Je pense que tout cela est en cours. C'est un projet qui va nous prendre sur 5 ans. Et ça a commencé déjà l'année passée, mais à un niveau de réalisation vraiment satisfaisant. Ok. Alors, Madame la Ministre, on poursuit et on écoute une autre question. Madame le Ministre, qu'est-ce que vous comptez faire pour que nous, en tant que gérants de cyber, nous puissions tirer profit de notre activité? Je crois que c'est la même question. C'est oui que M. Guébré tout à l'heure. C'est vrai, en ce qui concerne les cybercafés, il faut dire que cette activité est aussi frappée par le même phénomène qui a frappé les télécentres à l'époque, avec la forte pénétration du mobile. Chacun a son mobile, donc du coup les télécentres n'étaient plus fréquentés. C'est la même chose avec l'Internet mobile, notamment la 3G. Les gens ont l'Internet sur les smartphones, donc ils n'ont pas le besoin d'aller forcément dans les cyber, parce que si c'est juste pour consulter leur courriel, ils l'ont déjà sur leur smartphone. Donc il va falloir que les gestionnaires de cyber puissent s'adapter. Aujourd'hui, avec l'évolution des entreprises 2.0, où les gens ont l'entreprise sur leur mobile, ils ont besoin, quand il s'agit de faire un bon traitement de texte ou des travaux plus évolués, d'avoir un confort de travail. En ce moment, ils peuvent aller dans les cyber, mais encore faut-il que ces cyber offrent ces services. Donc, je crois que ces cybercafés doivent s'adapter à l'évolution du temps avec la forte pénétration du mobile et avec l'Internet mobile. Sinon, pour les gestionnaires de cybercafés, les différents outils dont je parlais, le point d'atterrissement virtuel qui permet d'amener la capacité virtuellement et de permettre aux opérateurs de prendre l'Internet moins cher, leur profitent parce qu'eux aussi, au finish, ils vont avoir l'Internet haut débit à un prix acceptable pour redistribuer. Mais encore faut-il qu'ils s'adaptent à l'évolution donc du numérique. Pour ne pas disparaître. Pour ne pas disparaître, okay. Malheureusement. Encore une question recueillie sur le terrain. Pourquoi dans différentes régions, il n'y a toujours pas l'accès à la connexion? Il n'y a pas le réseau pour la connexion. Surtout à Manga, on dit qu'il y a haut débit, mais il n'y a pas haut débit à Manga. C'est nous seulement on force pour dire qu'il y a haut débit. Voilà, pour encourager les gens. On a l'impression qu'on vend des illusions, Madame la Ministre. Quand on écoute ces citoyens du haut débit alors qu'il n'y a pas. Mais eux-mêmes, ils contribuent à vendre un peu d'illusions. Alors, non, il n'y a pas. Les projets que nous réalisons sont des projets d'envergure nationale. Et si je me réfère aux opérateurs de téléphonie privée, eux, ils sont privés et ils investissent dans les localités où l'activité est rentable, où il y a une forte densité. Donc, ils vont d'abord investir dans les grandes villes
et secondairement dans les villes secondaires. Mais c'est vrai, nous, en tant que gouvernement, nous avons une obligation de rendre les communications électroniques accessibles à tout Burkinabé. Et aujourd'hui, la vision du chef de l'État, la vision du Premier ministre, c'est de faire de ces communications électroniques le téléphone et aussi l'Internet un droit fondamental, tout comme l'eau potable, tout comme l'énergie. Et donc, les projets que nous réalisons sont d'envergure, nationale, et ça va permettre une bonne couverture des communications électroniques dans toutes les localités, sans exception. Et les opérateurs aussi, avec les cahiers de charges, ont l'obligation, c'est vrai que souvent c'est progressivement, ils ont l'obligation de couvrir le territoire national. Mais Madame la ministre, ici je crois qu'en filigrane, la question qui se pose, c'est souvent en fait le hiatus entre ce qui est proposé. Voilà, on paye pour un haut débit, effectivement, on vous dit non, vous avez un haut débit, vous payez très cher, vous avez je ne sais pas combien de gigas, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez même pas télécharger une page Word. À ce moment, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on trompe un peu le client? Alors, on trompe pas. Il y a un problème fondamental, malheureusement, dans notre pays, c'est l'infrastructure de transport. On peut avoir du haut débit, mais on aura du mal à distribuer ce haut. C'est ça le problème fondamental. Quelqu'un l'a dit, le support, l'infrastructure que nous utilisons, le sans-fil, n'est pas adapté au haut débit. Dans les grands pays aujourd'hui, non seulement ils ont le réseau interurbain en fibre optique, le réseau métropolitain en fibre optique, mais le last mile, le dernier pas pour avoir la connexion, ils veulent ça aussi en fibre optique pour s'assurer d'avoir un haut débit. Et dans notre pays, ça dit même le réseau interurbain, on ne l'a pas en fibre optique. C'est ça le problème. Donc on peut avoir la capacité, mais on aura malheureusement du mal à acheminer donc cette capacité. Et ce sont ces grands projets qui permettront effectivement de résoudre ce problème. Exactement, notamment le réseau national en fibre optique. Ok, Madame la ministre, on poursuit avec une autre question. Madame la ministre, je voudrais savoir, le projet PRICAO vient d'être inauguré. Et nous croyons savoir qu'on parle d'une bande passante de 5 gigas. Est-ce que les 5 gigas ne sont pas déjà très limites par rapport aux besoins des différents opérateurs de la place? Voilà un responsable, en tout cas d'une téléphonie de la place, qui estime que la bande passante dans le cadre du projet régional d'infrastructure 5 gigas est déjà dépassée. Alors, déjà dépassé, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est vrai, je le remercie pour cette question. Au-delà des 5 gigas que nous avons acquis, c'est l'infrastructure même que nous avons déployée qu'il faut apprécier. Et l'infrastructure déployée, je l'ai dit, c'est le point d'atterrissement virtuel. Nous sommes dans un pays enclavé. Si les gens prennent l'Internet à un prix P, nous allons prendre l'Internet à un prix P plus T, qui est le transport. Donc, le gouvernement a investi dans un outil, je dirais, très utile, qui est le point d'atterrissement virtuel, pour amener déjà la capacité virtuellement. Donc, du coup, ça permet aux opérateurs de prendre la capacité à un prix P et d'être compétitifs par rapport aux autres. Et l'infrastructure que nous avons déployée a une capacité de 400 gigas. Donc, on a encore une marge de manœuvre pour augmenter les 5 gigas. Et les 5 gigas, ce n'est qu'une première phase pour mettre l'infrastructure en exploitation. Et je l'ai dit, nous allons nous associer avec d'autres pays pour aller directement chez les opérateurs de câbles sous-marins pour prendre l'Internet en vrac, au lieu de passer par des intermédiaires. Donc l'outil, c'est l'outil au-delà des 5 gigas qu'il faut voir, qu'il y a une capacité de plus de 400 gigas. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas un problème de manque de vision à ce niveau? Pas du tout, pas du tout. L'infrastructure est suffisamment déployée et je vous ai dit, il y aura un second point d'atterrissement virtuel à Bobo-Dioulasso. Le financement est acquis et il reste seulement la mise en œuvre. À ce niveau, pas de problème de vision. On a juste besoin d'un petit temps et bien sûr des moyens pour acquérir de la capacité supplémentaire. Sinon, l'infrastructure est bien adaptée et la capacité qu'elle offre est pour l'instant, je dirais, suffisant pour notre consommation. Ok, alors une autre question pour poursuivre. Pourquoi le coût de l'Internet est plus cher dans notre pays?
par rapport aux autres? Je pense avoir répondu à cette question. Ben, nous sommes dans un pays enclavé et l'Internet, ce n'est rien d'autre que l'interconnexion des continents. Donc, ces câbles, on va forcément parler des câbles sous-marins qui arrivent aux côtes maritimes. Et malheureusement, comme nous sommes un pays enclavé, nous devons débourser un prix correspondant donc au transport pour acheminer l'Internet dans notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, comme je dis, que la vision du chef de l'État, c'est que l'Internet soit accessible à tous les citoyens. On a donc investi dans un outil pour amener la capacité virtuellement. Donc, du coup, cette contrainte de prix du transport est pratiquement levée. L'État a investi pour les consommateurs. Il y a aussi que les opérateurs, tout à l'heure, ils parlent de cette fiscalité aussi qui n'est pas attrayante. Est-ce que ça aussi ne vient pas renchérir? Le fait même que nous soyons enclavés renchérit les coûts de production, que ce soit les opérateurs, mais que ce soit les autres. Et c'est vrai, les opérateurs utilisent des équipements. Il n'y a pas que la fibre optique. En plus de la fibre optique, il y a un certain nombre d'équipements qu'ils exportent. Donc le fait qu'on soit loin, bien sûr, des ports va renchérir naturellement les coûts. Mais c'est valable, hein, au-delà de l'Internet, c'est même le coût de la communication. Je veux parler de la communication téléphonique. On a l'impression que ça coûte plus cher ici qu'ailleurs. Est-ce que ce sont les mêmes raisons? C'est les mêmes raisons, tout est lié. Tout est lié. Aujourd'hui, nous parlons d'Internet mobile, tout est lié. Et même pour faire de la téléphonie, les opérateurs ont besoin d'importer du matériel. Et ce n'est pas fabriqué ici, c'est fabriqué par les mêmes équipementiers. Et le fait d'importer dans un pays enclavé va forcément renchérir les coûts. Et le fait aussi de ne pas avoir les infrastructures adaptées, malheureusement, va renchérir encore les coûts. Plus, je dirais, plus ou moins la fiscalité. Et là, je pense on a encore besoin d'autres études pour vraiment affirmer que la fiscalité impacte, je dirais, négativement sur les coûts, renchérit les coûts de communication. Il y a aussi qu'au niveau du consommateur, on a l'impression qu'effectivement que ces opérateurs font du gros bénéfice et malheureusement, pour un service qui n'est pas à la hauteur. Alors, pour un service qui n'est pas à la hauteur, c'est un secteur, il faut le dire, qui est réglementé. C'est vrai qu'au niveau du ministère, nous prenons les textes, mais il y a une autorité de régulation qui réglemente l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui réglemente le secteur et aussi les coûts. Et c'est un secteur ouvert à la concurrence, donc les prix sont aussi dictés par la concurrence. Et je ne pense pas, c'est vrai que j'ai été dans d'autres pays de la sous-région et partout, les consommateurs trouvent que c'est seulement dans leur pays que la communication électronique est plus chère. Et ici, naturellement, les Burkinabés pensent que c'est plus cher. Mais nous sommes dans la fourchette des prix, en tout cas pratiqués dans la sous-région. Les communications électroniques ne sont pas aussi chères, ne sont pas plus chères que les autres pays de la sous-région. Ok, Madame la Ministre, on poursuit avec une dernière question dans cette rubrique. Madame le ministre, que faites-vous pour améliorer la connexion réseau au niveau de la région de Bobo-Dioulasso? Une question directe. Je crois que vous aviez déjà... Oui, tout à fait. Nos différents projets sont d'envergure nationale et le projet le réseau national en fibre optique passe par Bobo, ça va améliorer la connexion à Bobo. Il y a que les opérateurs ont déjà de la fibre qui passe par Bobo. Il y a un en construction de Ouaga, Bobo, vers la frontière de la Côte d'Ivoire. Et je parlais tantôt du second point d'atterrissement virtuel qui va être réalisé à Bobo-Dioulasso. Donc tout ça a l'avantage d'améliorer la connectivité au niveau de cette partie de notre pays. Il y a aussi que Bobo-Dioulasso abrite en fait l'université Nazi Boni qui a l'école supérieure d'informatique. Et les plus hautes autorités, notamment le chef de l'État, le chef du gouvernement, ont un projet pour cette partie. La vision donc du chef d'État, c'est de créer un pôle de croissance numérique dans cette partie, avec des conditions favorables à l'implantation d'un certain nombre d'entreprises qui vont prendre facilement, qui vont prendre la main-d'œuvre de l'université, et aussi ça va permettre donc à l'université, surtout aux étudiants en fin de cycle, de bénéficier des cadres professionnels pour
les besoins de stage, des besoins de connaissances pratiques. Madame la ministre, vous parlez justement de main-d'œuvre, c'est aussi le défi, hein, c'est vrai, des projets sont engagés, ça doit permettre de résoudre le problème, mais en même temps, est-ce que, déjà qu'on a pris du retard pour les infrastructures, est-ce que côté ressources humaines déjà, on anticipe déjà par rapport à la formation de la ressource humaine de qualité pour effectivement être aussi au rendez-vous par rapport à cette technologie? Alors, c'est une préoccupation réelle que nous prenons à bras le corps. Malheureusement, nous manquons de ressources humaines qualifiées dans le secteur. Et cette préoccupation est prise vraiment à bras le corps. Et il y a une direction générale qui s'en occupe, qui s'occupe donc du développement de l'industrie numérique, et au ministère, avec aussi l'autorité de régulation, nous avons un projet de création d'une école du numérique. Cela prend malheureusement du temps, et donc ce que nous avons prévu, c'est d'aller en partenariat avec les écoles qui existent déjà, mais avec d'autres pays qui offrent des formations pointues, et des conventions sont en train d'être élaborées et seront signées, et l'objectif, c'est d'amener déjà nos collaborateurs, des fonctionnaires dans ces pays, dans ces centres de formation, pour des formations de courte durée, des formations de 3 mois, de 6 mois, afin qu'ils reviennent avec l'expertise nécessaire pour la mise en œuvre des projets en cours de réalisation. Que là également, on est toujours au stade de projet. Est-ce qu'il ne va pas falloir passer à la vitesse supérieure? Parce que quand on regarde les infrastructures qui se réalisent, alors si les ressources humaines, en tout cas, ne sont pas à la hauteur, il va se poser un problème, Madame la ministre. Est-ce qu'il ne va pas falloir donner un coup de fouet à ce projet-là pour avoir les ressources humaines? Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit justement, comme les projets sont en cours de réalisation, nous n'allons pas attendre que le gouvernement mette en place l'école du numérique. Nous allons anticiper en envoyant justement nos collaborateurs en formation déjà, des formations de courte durée. 3 mois, c'est vite arrivé, et comme ça, ils reviennent avec une certaine expertise pour la mise en œuvre adéquate, la mise en œuvre satisfaisante donc des projets qui sont en cours de réalisation. Madame la ministre, on va revenir sur une question qui a été évoquée, les réticences des citoyens et des populations à l'implantation des pylônes dans leur quartier. Les opérateurs de téléphonie se plaignent, en tout cas du fait que cette difficulté-là empêche donc d'améliorer la qualité au niveau des différents quartiers. Alors comment, en tout cas, vous prenez en compte cette problématique? C'est une préoccupation réelle. C'est une préoccupation réelle. Les consommateurs se plaignent de la qualité des communications électroniques, et malheureusement, elles sont réticentes à l'implantation donc des pylônes. Peut-être que ce mot pylône est déjà fait effrayant, mais en réalité, ce que nous voyons, en fait, c'est juste de la ferraille, et au-dessus, il y a des antennes. Et ces antennes ne sont pas fabriquées au Burkina Faso. Ce n'est pas les mêmes équipementiers, et ce sont ces mêmes appareils qui sont déployés dans les autres pays. Et si on est loin de ces antennes, plus on va être loin de ces antennes, ça va impacter négativement sur la qualité des communications électroniques. Il va falloir que les populations nous accompagnent à ce niveau. Et ils pensent que la proximité de ces antennes est nuisible pour la santé. Ce que je peux dire à ce niveau, plus on est loin de ces antennes, plus le téléphone qui est tout le temps avec nous va émettre beaucoup plus d'ondes pour capter le signal. Et en émettant beaucoup plus d'ondes, le téléphone est à côté de nous, on est un peu plus exposé aux ondes que si on avait ces antennes à proximité. Le téléphone allait émettre moins d'ondes parce que le téléphone est tout le temps avec nous pour capter le signal. Mais est-ce que ce n'est pas des inquiétudes légitimes? Parce qu'il y a quand même certaines études qui tendent, en tout cas, à accréditer ces inquiétudes-là et qui font état d'éventuelles répercussions néfastes sur la santé. Je n'ai pas encore connaissance de ces études, qu'à cela ne tienne au ministère. Mais ça circule sur les réseaux sociaux, on voit souvent des informations comme ça. Vous connaissez le principe des réseaux sociaux, tout le monde est producteur, consommateur d'informations, tout le monde est spécialiste. Vous connaissez un peu le principe des réseaux sociaux. Je n'en ai pas connaissance, mais qu'à cela ne tienne au ministère, avec bien sûr d'autres partenaires et d'autres ministères, comme le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, nous, avec l'association burkinabé des consommateurs de communication électronique, nous sommes en concertation pour pouvoir harmoniser nos points de vue et mener une vraie campagne de sensibilisation à l'endroit
de nos concitoyens. Parce qu'on ne peut pas vouloir une meilleure qualité de communication électronique et ne pas accepter qu'il y ait une densité donc, du réseau. C'est un peu contradictoire. Et même dans les pays où nous pensons qu'il y a une fluidité du trafic, il y a forcément une densité donc, de ces antennes. Peut-être ailleurs ou dans les grands pays, il y a des immeubles. Les antennes sont sur les pays, ce n'est pas tout le temps visible. Ici, malheureusement, comme on a moins d'immeubles, on est obligé d'implanter les mâts et avant d'installer donc les antennes. Seulement à la vue peut-être de ces pylônes, c'est peut-être effrayant. On peut se poser énormément de questions sur notre santé, mais en attendant donc de mener cette sensibilisation et cette communication plus organisée, je dirais que l'éloignement même des antennes, à la limite, cela n'engage que ma personne, est plus même nocif que la proximité des antennes. Parce que le téléphone que nous avons toujours avec nous va émettre beaucoup plus d'ondes pour capter le signal. Et cela, en fait, malheureusement, expose notre santé, expose notre personne donc, aux ondes plus que la proximité des antennes. Oui, madame, il y a effectivement un téléspectateur aussi qui parlait de la libéralisation par rapport aux fournisseurs d'accès. Est-ce que ce n'est pas véritablement une réalité un peu partout? C'est une réalité, le secteur est complètement libéralisé. Il n'y a pas qu'un seul fournisseur d'accès Internet. Et nous avons au moins 3 opérateurs qui sont établis sur notre territoire. C'est un secteur complètement libéralisé et voilà, l'État accompagne à travers le ministère. Justement, peut-être l'ensemble de ces opérateurs, peut-être. Peut-être, mais je pense quand même qu'il y a les 3 opérateurs sont dans toutes les régions à ma connaissance et aussi, en plus des opérateurs, il y a des fournisseurs d'accès Internet. Je pense que l'offre est diversifiée. Il leur appartient donc peut-être de s'informer, d'aller vers l'information pour... Madame la ministre, vous avez évoqué tantôt beaucoup de projets qui vont permettre aujourd'hui de rendre en tout cas notre administration entre griffes plus numérique. Mais cela nous pose également souvent des inquiétudes liées notamment à la cybersécurité. Alors comment également on s'occupe de cette question-là? Parce qu'on sait qu'il y a eu des attaques à une certaine époque qui avaient visé en tout cas l'administration. Alors quelles sont les garanties ou en tout cas les dispositifs que vous prévoyez pour éviter ce genre de désagréments? Alors, merci beaucoup pour cette question parce que effectivement, si la vision du gouvernement, c'est d'aller vers le tout numérique ou d'aller vers le numérique par défaut, c'est-à-dire d'abord le numérique, il est important que nous travaillions à mettre les utilisateurs en confiance. Et la question sécuritaire, qui est une quête permanente, l'État prend cette préoccupation à bras le corps et au ministère, nous travaillons bien sûr à élaborer les stratégies en termes de cybersécurité et des référentiels même de management de la sécurité. Et l'État va au-delà de ça, à créer une agence spécialisée pour la sécurité des systèmes d'information de l'État. Ça s'appelle l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et l'agence est aujourd'hui opérationnelle et son cheval de bataille, c'est vraiment prendre à corps la sécurité de tout ce qui est système d'information. Car cela ne tienne, dans tous les projets que nous menons, la dimension sécuritaire est prise en compte, est prise en charge. Donc dans tous les projets e-Burkina, tous les projets que nous réalisons, même les infrastructures, la dimension sécurite est vraiment prise en compte. Maintenant vous n'allez pas me demander... On a vu effectivement cette note du directeur régional de la police de l'Est qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Par exemple, on se dit effectivement si ce niveau de digitalisation de l'administration atteint effectivement le niveau souhaité, est-ce qu'effectivement il n'y a pas de risque de voir effectivement des documents officiels aussi, de façon régulière, se retrouver sur les réseaux sociaux par exemple? La sécurité est une quête permanente et aujourd'hui avec les réseaux sociaux vous avez l'information, vous avez la désinformation et ça dit que même si ce n'était pas la digitalisation, quand il y a des fuites, avant il n'y avait pas le numérique mais il y avait des traces. Ça dit que quand quelqu'un est décidé à ne pas garder un secret quelconque, il y a tous les moyens possibles
pour divulguer le secret. Donc, ce n'est pas seulement le numérique, mais c'est vrai que la digitalisation expose plus, mais je vous ai dit que la question sécuritaire est prise en charge par le gouvernement. Malheureusement, vous n'allez pas me demander d'exposer donc les mesures sécuritaires qui sont déployées. Mais madame la ministre, quand on vous écoute également, on est un peu inquiet parce que vous semblez accepter le fait que les réseaux sociaux soient comme une zone de non-droit aujourd'hui. Alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Les réseaux sociaux, ce que je dis habituellement, c'est vrai que le principe même de l'Internet, c'est un réseau ouvert. C'est un réseau ouvert et il n'est pas conseillé de bloquer. Mais ce qu'il faut faire, ça appartient au gouvernement, c'est de la responsabilité des gouvernements, c'est d'éduquer. C'est d'éduquer les utilisateurs, les consommateurs, c'est de sensibiliser. Et après, il s'agit de légiférer pour maintenant sanctionner en cas de manquement. C'est clair, les réseaux sociaux, ce n'est pas un espace de non-droit. Et je pense qu'au Burkina Faso, enfin je ne pense pas, dans le nouveau code pénal qui a été adopté, les infractions commises au moyen des TIC est sanctionnées, est sévèrement sanctionnées. Donc les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout un espace de non-droit, mais c'est ouvert et ce que nous faisons, c'est de sensibiliser, c'est de former et légiférer pour pouvoir sanctionner en cas de manquement. Alors, Claude, Burkina, Backbone National, Prikao, de grands projets, on imagine, c'est bien, c'est pas juste pour être au diapason donc de la modernisation, mais ça devrait pouvoir servir, par exemple. Aujourd'hui, la question, c'est comment pourrait effectivement être la contribution du numérique à l'économie nationale aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, vous le savez comme moi, que l'impact, l'intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques, l'importance donc de l'intégration du numérique dans les secteurs socio-économiques n'est plus à démontrer. Il est admis que la digitalisation améliore l'atteinte des résultats dans les secteurs socio-économiques. Et aujourd'hui, avec le numérique, les jeunes sont en train de réinventer le monde. Avec le numérique, les jeunes aujourd'hui sont en train de réinventer l'agriculture. Aujourd'hui, avec la robotique, l'intelligence artificielle, les jeunes créent des tracteurs qui sont pilotés à distance. Ils créent des robots qui sont dans les champs en train de travailler. Donc, le numérique aujourd'hui permet de réinventer. Et aujourd'hui, on a une jeunesse qui a du talent, comme la jeunesse d'autres pays. La jeunesse a du talent et ils se servent naturellement du numérique pour impacter les autres serveurs. C'est vrai que ces pratiques sont connues, la technologie permet, mais il faut arriver à adapter à notre contexte. Bien sûr, il y a des plateformes pour faire le l'e-éducation, pour faire l'e-santé. Encore faut-il que ça soit adapté à nos réalités. Et la jeunesse a vraiment l'intelligence qu'il faut pour donc mener ces projets. Et aujourd'hui, le numérique, c'est une opportunité. Tout à fait. Et dans notre pays... C'est peut-être ça l'enjeu également aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a déjà des initiatives de jeunes en la matière, mais c'est aussi qu'au niveau du gouvernement, on devrait peut-être travailler aussi à préparer les jeunes à saisir toutes ces opportunités qui vont se présenter. Tout à fait. Aujourd'hui, le numérique, c'est vraiment une opportunité pour la jeunesse. Et nous ne sommes qu'au début du processus de digitalisation dans notre pays. C'est vierge, tout est à faire. Je parlais de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des finances publiques. J'étais, il y a quelques jours, au comité de pilotage de la modernisation et un certain nombre de procédures administratives qui doivent être dématérialisées. Et je disais qu'il faut que la jeunesse soit au courant des projets en cours pour nous aider. Il n'appartient pas à l'administration seule de conduire ces projets de digitalisation. Le problème qui pouvait se poser, c'est que si ces applications sont faites hors administration, comment ça va s'imbriquer avec les applications qui sont déjà déployées dans l'administration? Mais cette contrainte est levée. Nous avons un référentiel général d'interopérabilité. Il suffit seulement qu'il s'en imprègne et qu'il développe donc des applications. Exactement. Et dans nos pays, l'État est le plus gros client. Donc ce serait bien justement qu'on profite du talent de ces jeunes. Aussi, le ministère organise périodiquement des concours de détection de jeunes talents dans les secteurs prioritaires et ces jeunes sont détectés, ils sont accompagnés à peaufiner leurs projets et ceux qui désirent se constituer en entreprise sont accompagnés également. Ok, Madame la Ministre, peut-être pour finir avec cette rubrique, on vous a vu récemment
En Chine, vous avez signé un accord en présence du président du Faso avec la société Huawei. Aujourd'hui, avec cette coopération, cette amitié retrouvée avec la Chine, alors quelles peuvent être aujourd'hui les retombées au-delà de cet accord que vous avez signé? Alors, déjà, l'accord, enfin, c'est la convention de financement que nous avons signé du fameux projet Backbone national des télécommunications. On l'a enfin signé justement lors de la visite d'État du chef d'État en Chine. Mais au-delà de tout ça, l'expérience donc de la Chine en termes de télécommunications TIC n'est plus à démontrer. Nous connaissons des très grandes entreprises chinoises et aussi la Chine est l'un des pays qui arrive à tenir tête à la Silicon Valley. Et ils ont pu adapter le numérique à leur contexte. Et vous savez comme moi que la Chine aujourd'hui, c'est un pays très digitalisé, extrêmement digitalisé. Et donc nous pensons que dans le cadre de la coopération avec la Chine, nous en imprégner pour adapter aussi la digitalisation de notre pays à notre culture, à notre environnement. Ok, je pense qu'on va passer à présent, Madame la Ministre, si vous le permettez, à la deuxième rubrique. La Poste a-t-elle encore sa place à l'heure du numérique? Beaucoup, en tout cas, ont prédit sa disparition, mais visiblement, ce n'est pas demain la veille. Comment le secteur postal burkinabé s'adapte-t-il? Élément de réponse dans ce reportage. Burkina Faso, le secteur postal est dominé par l'opérateur historique qu'est la Sonapost, la Société nationale des postes. Depuis 2010, l'État burkinabé a procédé à l'ouverture du secteur postal à la concurrence dans la perspective d'en améliorer les performances et offrir aux usagers des services postaux de qualité. Parmi les opérateurs privés agréés, on peut citer Chronopost, DHL et des transporteurs privés de voyageurs dont les arrêts et sièges font office de bureaux de poste, de bureaux de change ou d'agences bancaires pour les transferts de fonds. L'avènement de l'Internet a fait perdre son rôle d'antan à la Poste, obligée de développer des services connexes pour assurer sa survie. Et les opérateurs postaux sont obligés de diversifier leurs activités pour s'adapter au marché. Au niveau de la Sonapost, par exemple, des actions importantes ont été menées ces dernières années pour adapter le service postal universel aux technologies de l'information et de la communication TIC. Ainsi, plus d'une vingtaine de produits sont mis à la disposition de la clientèle, des produits postaux aux produits d'épargne, en passant par les produits de transfert d'argent, en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux. Dans ses efforts d'amélioration de ses produits et d'adaptation de son offre aux attentes du marché, la Sonapost a entrepris la mise en place dans certaines localités de cyberpostes qui offrent des services de navigation Internet. En plus du service postal universel, la Sonapost veut être un acteur clé de l'inclusion financière au Burkina et entend mettre en place d'ici à 2020 une banque postale pour transformer l'épargne mobilisée en une opportunité de financement pour les petites et moyennes entreprises. Voilà pour cet état des lieux. Madame la Ministre, nous vous proposons là également de suivre les avis de quelques acteurs recueillis sur le terrain. Depuis la création du ministère de l'économie numérique et des postes, nous constatons une prise en compte et une amélioration et une grande évolution dans le domaine de l'activité postale. Et surtout avec l'ouverture du secteur au privé, il y a beaucoup de formations qui sont faites au profit des opérateurs postaux. Et il y a aussi la journée postale qui permet à tous ces opérateurs postaux d'échanger entre eux sur leur activité. Au niveau du secteur postal, nous pensons qu'un effort est fait, surtout dans le domaine du désenclavement. Parce qu'au niveau de la direction régionale de l'Ouest, nous avons cette année procédé à l'ouverture de deux agences, notamment l'agence de Banzon et l'agence de Kamti. Et je pense qu'à travers effectivement ces services de proximité, le ministère permet en tout cas à la population
d'accéder aux services. Au niveau de Mangal, le secteur postal va bien et nous remarquons que les clients continuent de nous faire confiance, mais avec la décentralisation, et comme nous sommes au niveau régional, les différents secteurs ministériels nous font confiance et passent par nos services pour l'envoi et la réception de leurs courriers. La Sonapos offre des services fiables, rapides et sécurisants sur l'ensemble du territoire. Et elle permet à tous ses clients de bénéficier d'un traitement diligent. Moi personnellement, ça dépend du courrier. Par exemple, si c'est à l'international, je préfère passer par exemple par la Sonapost. Voilà, il y a la Sonapost, voilà, donc il y a d'autres concurrents aussi qui sont là, comme DHL. Quand c'est à l'intérieur, sur le plan national, je trouve que bon, les transports routiers vraiment sont les mieux placés pour ça, quoi. Tu viens à TCV, ou bien n'importe quelle compagnie de transport, voilà, donc c'est facilement accessible, tu peux envoyer comme tu peux retirer, il suffit d'avoir ta carte CNIB pour les retraits. Nous avons constaté qu'il y a pas mal d'opérateurs qui exercent le métier sans forcément avoir donc leur agrément. Et puis, vous avez aussi des structures qui exercent sans respecter la réglementation. Et la conséquence est que la Sonapost perd beaucoup de parts de marché sur le terrain qu'elle n'arrive pas donc à couvrir avec l'extension du réseau qui se fait parallèlement. La subvention annuelle que nous recevons de l'État dans le cadre donc de l'extension de notre réseau, nous avons souhaité qu'elle soit renouvelée depuis quelques années. Nous attendons donc toujours le renouvellement. Vraiment, il y a une faiblesse de l'adressage, ce qui ne nous permet pas la collecte et surtout la distribution du courrier. Nous avons également ce que nous pouvons dire la concurrence, une concurrence déloyale, parce que nous avons des compagnies de transport, structurées ou non structurées, qui interviennent dans le domaine alors qu'ils ne sont pas agréés. Et là, effectivement, il y a un manque à gagner pour nous. Nous demandons au ministère et à l'ARCEP d'engager des actions nécessaires pour la relecture, afin de procéder à la relecture du cahier de charges des opérateurs. Parce que le premier cahier de charges a été fait sans les opérateurs postaux, ce qui est normal. Mais aujourd'hui que nous sommes dans l'activité, nous voyons les difficultés. Les opérateurs souhaitent quand même qu'il y ait une relecture où on va associer ces opérateurs-là. Voilà, Madame la Ministre, pour ces réactions des acteurs, en tout cas du secteur, qui ont été recueillis sur le terrain. Alors, avant d'en venir aux questions, quelle réponse vous pouvez apporter à ceux qui avaient prédit la disparition de la Poste? Certains estiment aujourd'hui que c'est les nostalgiques qui veulent garder en fait ce service-là, sinon on n'en a plus besoin. C'est vrai qu'avec l'avènement du numérique, notamment le courrier électronique, les gens avaient prédit la fin de la Poste, mais vous constatez comment aujourd'hui notre Société nationale des postes est toujours là et c'est une entreprise, je dirais, prospère qui continue de réaliser du profit, des bénéfices. Et aujourd'hui, il faut dire que de façon générale, la Poste a su s'adapter à l'avènement du numérique et a créé et offre aujourd'hui des produits et des services innovants aux consommateurs. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir une boîte postale physique avec la clé. On peut avoir une boîte postale smart, numérique, c'est-à-dire qu'on a une adresse postale et quand le courrier arrive, soit le courrier est livré chez vous ou bien vous avez un SMS qui vous dit que vous avez du courrier et en ce moment vous allez à une agence de poste pour collecter votre courrier. Donc la Poste a pu s'adapter à l'avènement du numérique et aujourd'hui, je suis heureuse de vous dire que en tout cas la Poste, de façon générale dans notre pays, a de beaux jours devant elle. Peut-être qu'elle est en train de perdre son identité aussi. Pas du tout. Je crois qu'il faut toujours s'adapter à l'évolution du temps et c'est ce que la Poste a toujours fait. La Poste fait toujours du courrier. Ce n'est pas peut-être le courrier classique. Aujourd'hui, avec le numérique, avec l'Internet mobile, les gens échangent facilement des messages. Donc,
pas forcément besoin d'une lettre papier qui prendra le temps qu'il faut aller dans une agence de poste pour balancer le courrier. Facilement, avec donc le téléphone, on peut échanger donc des messages. Mais la Poste a su s'adapter. C'est pour ça que je dis que la Poste, de façon générale, parce qu'il n'y a pas que la Société nationale des postes, il y a d'autres opérateurs. Si ce n'était pas un secteur, au-delà même de Chronopost, les compagnies de transport qui font aussi du courrier, si ce n'était pas un secteur rentable, ces opérateurs privés n'allaient pas aller auprès de l'opérateur de l'autorité de régulation pour prendre des agréments pour faire du courrier. Donc, c'est dire que c'est un secteur toujours rentable et vraiment... Tu as besoin d'assainissement aussi, on l'a entendu tout à l'heure. Certainement qu'il y a besoin d'assainissement et c'est en cours. Ok, on va y venir et tout de suite nous permettons à un citoyen de vous poser une question. Madame le ministre, quelle est la stratégie du ministère dans le domaine de l'activité postale en général et de l'activité l'Express en particulier? Et à quand l'adressage dans les différentes villes du Burkina afin que l'activité postale puisse être à l'heure de nouvelles technologies de l'information et des communications? Parce qu'aujourd'hui, permettre à un Burkinabé d'acheter depuis son domicile et d'être livré à domicile. Je crois qu'il y a plusieurs questions en une. Exactement. D'abord, la question de la stratégie. C'est ça. Alors, au niveau du secteur postal, il faut dire que c'est un secteur qui est partiellement libéralisé aujourd'hui. Il y a une partie qui est vraiment ouverte à la concurrence, mais la Sonapost, la Société nationale des postes, préserve encore un monopole. Et aujourd'hui, le DG de la Poste en a parlé. Il y a une concurrence déloyale vis-à-vis de la Sonapost, conformément en tout cas à la réglementation en vigueur. C'est-à-dire que les courriers inférieurs à 500 grammes, c'est vraiment du ressort du monopole de la Sonapost. Mais malheureusement, vous voyez que les compagnies privées qui ont des agréments et d'autres qui n'en ont pas aussi se permettent donc de faire donc le courrier. C'est vrai qu'il y a une ouverture, et il y a un prix minimum à appliquer qui n'applique pas. Et c'est vrai que vis-à-vis de la Sonapost, il y a une concurrence déloyale. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train présentement de relire la stratégie du secteur postal. Et très bientôt, ça va rentrer dans le circuit d'adoption en Conseil des ministres. Et après cette stratégie, ça va naturellement découler en des instruments juridiques qui vont être adoptés pour assainir le secteur. Sinon, réellement, selon donc vis-à-vis de la réglementation en vigueur, il y a une concurrence déloyale. Et la stratégie du Burkina, c'est la vision donc du chef d'État, du chef du gouvernement, c'est de faire en sorte que la Poste soit un secteur accélérateur des secteurs socio-économiques, en tout cas un secteur qui va permettre rapidement l'atteinte des objectifs dans les autres secteurs économiques. Mais la stratégie postale est en cours de lecture et ça va être adopté formellement par le gouvernement. Et c'est cela, en fait, l'ambition. Et au-delà, je vous le dirai peut-être plus tard, les plus hautes autorités ont beaucoup d'ambition pour la Poste. Il y a le deuxième volet, la question de l'adressage. L'adressage aussi, vous allez dire que tout est en cours. Effectivement, il y a déjà des consultants qui sont commis à la tâche. Ils sont en train de revoir le système d'adressage. Vous vous souvenez que dans un passé, je ne dirais pas proche, qu'il y a eu, surtout dans les villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, un système d'adressage. Mais malheureusement, avec l'expansion de la ville, ce système d'adressage n'est plus opérationnel. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'e-commerce, les gens restent bien sûr chez eux, ils achètent en ligne, ils ont besoin d'être livrés. Et malheureusement, le système d'adressage n'est pas adapté pour se faire livrer à domicile ou dans les bureaux. Et cela en cours avec la participation, la contribution des autres départements concernés. Donc l'étude est déjà confiée à des consultants et très bientôt, nous allons avoir donc une nouvelle stratégie d'adressage des principales villes de notre pays. Ok, on va écouter Madame la ministre pour poursuivre une autre question. Madame le ministre,
Au regard de l'importance du secteur de l'activité postale, quelle est votre vision, la vision gouvernementale